La première équipe à 3 victoires accédera à la finale. L'autre demi-finale opposera le Paris Basketball à Cholet. Ce sera à partir de demain soir. Et puis en cyclisme, Jonas Vingegaard a remporté le Giro, le Tour d'Italie. Premier français au classement, Mathis Rondel termine à la 11e place. Voilà pour l'essentiel de l'actu sportive. Liberté, diversité, proximité. Vous êtes sur RGB. Le 100% football amateur, c'est l'émission qui rassemble tous les amoureux du ballon rond pendant 1 heure. Autour d'une équipe de consultants, retour sur des résultats, sur un quiz, un débat, un coup de cœur, un coup de gueule, de la culture foot. En dernière partie d'émission, un invité sera avec nous pour revenir sur ses débuts, ses émotions, ses défaites, ses victoires, ses ambitions. Un acteur du ballon rond qui se livre comme il le fait rarement. On vous attend chaque semaine au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM le lundi de 19h à 20h et réécoutez l'émission sur radio-rgb.net. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de juin-juillet. On va vivre ensemble toute l'actualité de la Coupe du Monde, sans oublier notre ADN, le 100% football amateur, un peu moins d'1 heure, pour décrypter, débattre et se projeter. Ce soir, plateau exceptionnel, pas 1, pas 2, mais 3 consultants avec moi. Bonsoir Kevin Beribi. Salut Farid, merci beaucoup pour l'invitation, comme d'habitude. Après, je ferai un dernier, je referai un tour de table pour savoir pourquoi vous êtes vêtu de ce maillot en l'honneur de la Coupe du Monde. À ta droite, il y a Mehdi Oudni. Comment vas-tu, Mehdi ? Ça va aussi, Farid, merci pour l'invitation. Et préparer la Coupe du Monde, ça arrive pas tout le temps, donc non, on va en profiter. Exactement, il faut en profiter. Et puis de l'autre côté, il est beau avec un maillot vert, ça change. Mohamed Tazamouche, comment vas-tu, Mohamed ? Très bien, merci. On est parti pour quelques semaines ensemble. Débattre sur la Coupe du Monde, donc c'est intéressant, ça change un petit peu, puis ça va nous permettre d'échanger nos idées. Exactement. Merci en tout cas, messieurs, d'être à mes côtés. Je le rappelle, il y aura 6 sujets majeurs et autant de débats qui s'annoncent animés. Les sujets, vous les voyez en bas de l'écran. Une Coupe du Monde à 3 pays perd-elle de son identité ? Cette Coupe du Monde marque-t-elle la fin d'une ère ? Trop de matchs, les joueurs arrivent-ils déjà cramés ? Les 4 favoris de nos consultants en plateau. Mbappé est-il le bon capitaine pour l'équipe de France ? Et on terminera par Ilan Kebal, écarté de l'Algérie, erreur de Pelkovic ou choix tactique. Voilà. Que des beaux sujets ensemble, messieurs, avec Damien aux manettes derrière. C'est le 39e sujet numéro de la saison. On va pouvoir démarrer. Le 100% football amateur, spécial Coupe du Monde 2026. Eh oui, tout à fait, c'est un nouveau jingle. Et on était obligés. Messieurs, donc le premier sujet, vous le connaissez, une Coupe du Monde à 3 pays perd-elle de son identité ? Et je vais commencer par toi, Mohamed. Est-ce que c'est cette Coupe du Monde à 48 pays c'est avant tout un coup de business de la FIFA ? Non, je pense pas. Moi, je pense qu'il faut donner la chance à plusieurs pays. Donc, c'est bien d'élargir. Ça permet d'avoir. Il faudrait rééquilibrer peut-être les continents, mais non, c'est bien. Ça nous permet de voir des pays qu'on voit moins souvent pour des qualifications, et donc on le voit avec Haïti par exemple, qui n'aurait jamais été là si c'était une Coupe du Monde à 32. Donc non, moi je trouve que c'est bien, ça nous permet de voir d'autres footballs. C'est pas toujours de donner les places à l'Europe et à l'Amérique du Sud, mais voilà, l'Afrique en a 5, en espérant qu'ils en auront un peu plus pour pouvoir développer ces footballs différents, mais qui ont aussi la chance de pouvoir se qualifier, et donc d'avoir forcément de la qualité, parce que souvent leur parcours est long et avec des barrages, et donc non, moi je suis plutôt favorable à une émergence des pays comme ça. Donc c'est bien de voir une Coupe du Monde à 48. Par contre, je suis pas favorable que ça soit sur 3 pays. 3 pays, on est d'accord, Mohamed. Mehdi, quel est ton avis là-dessus ? La même chose. Aux États-Unis, je pense que c'est assez grand. 48 équipes, c'est largement faisable de faire jouer tout ça dans un seul pays. On n'a pas besoin. On veut de la qualité, on veut du spectacle, mais si les joueurs ils vadrouillent dans chaque pays pour jouer un match, etc.,
c'est délicat maintenant. Comme a dit Mohamed, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qu'on ne connaît pas et qui vont faire une Coupe du Monde. Et je pense que pour des joueurs comme Haïti ou d'autres, faire une Coupe du Monde aux États-Unis, je pense que c'est exceptionnel pour eux. Donc maintenant, 48 équipes, je pense que ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup, 3 pays. Je le rappelle à nos auditeurs et auditrices. Premier match le 11 juin avec le Mexique face à l'Afrique du Sud. Kevin, quel est ton avis là-dessus ? Je suis plutôt de l'avis de Mehdi, moi. Je trouve que 48, c'est peut-être un peu trop. Le problème, c'est que là, ils envisagent 64, je crois. J'ai entendu que ça a poussé, c'est toujours plus. Il y a une réalité économique certaine. Pour moi, la Coupe du Monde, ça reste la crème de la crème, c'est le Graal de tout footballeur. Alors, évidemment que des joueurs nés, alors je suis désolé de dire comme ça, peut-être dans le mauvais pays, n'auront pas l'opportunité de la jouer. Un Ryan Giggs a jamais dû la jouer avec le Pays de Galles, par exemple. Gareth Bale a eu la chance de la jouer un peu plus tard. Bon voilà, il y a des super joueurs qui ne l'ont pas joué parce que ils étaient pas dans une nation dominante de leur continent, ce qui fait qu'au niveau des qualifs c'est forcément compliqué. Après, pour en revenir à la question, 3 pays pour moi c'est trop. Là on est sur un continent en fait, on est même plus sur un pays. Oui, tout à fait. L'Amérique du Nord. L'Amérique centrale quasiment avec le Mexique. Enfin voilà, il y a le côté écologique qui est dramatique. Après c'est une pensée simpliste de citoyen, mais peu de pays peuvent accueillir une compétition avec autant d'équipes et je pense que ça rend les choses de plus en plus compliquées. Même l'Euro aujourd'hui se fait sur plusieurs pays. Voilà, je pense que malheureusement on n'aura plus trop le choix si on continue dans ce sens-là à avoir. Et donc messieurs, vous êtes d'accord que cette Coupe du Monde autour de 3 pays tue un petit peu quand même l'identité même de la Coupe du Monde, Mohamed? Bah oui, clairement, puisque pour les fans qui veulent suivre la Coupe du Monde et pas forcément un pays, ils sont complètement bloqués, puisqu'il va falloir des visas. On le voit, la difficulté actuellement de rentrer aux États-Unis ou je suppose au Mexique, ça doit pas être facile non plus. Donc non, ouais, ça tue forcément les supporters qui sont fervents de la Coupe du Monde. En plus d'avoir leur pays qualifié ou pas, mais voilà, ça tue pour moi l'identité de la Coupe du Monde. J'aimerais quand même revenir quelques semaines en arrière, Mohamed, parce que toi, tu as eu cette chance de connaître la CAN au Maroc. C'était comment en termes d'organisation ? Moi, je l'ai dit, elle a été magnifique cette CAN. Hein. Si on oublie ce qui s'est passé lors de la finale, ça a été vraiment. J'étais très très impressionné par l'organisation, par la qualité de vie, les routes, la sécurité. Vraiment, j'étais impressionné de voir à quel niveau le Maroc avait mis cette CAN. Vraiment très très impressionné. Voilà, parenthèse terminée, mais c'est important quand même de nous rappeler tes souvenirs. Quand même, du coup, ils vont partager la Coupe du Monde avec le Portugal et l'Espagne aussi. Oui, donc, oui. Et là, en 2030. Et ils sont en train de construire un stade de plus de 100 000 spectateurs et on ne sait pas où se jouera la finale. Donc il y a déjà un débat sur est-ce que ça va être à Madrid, est-ce que ça va être au Maroc. Donc forcément, il y a ce petit conflit parce que tout le monde veut récupérer la finale et malheureusement, quand on fait 3 pays, il y a toujours un dominant qui aura la finale. On est d'accord. Messieurs, pour terminer sur ce premier sujet, Kevin et Mehdi, est-ce que vous avez peur qu'on perde un peu aussi l'essence même de cette Coupe du Monde, l'ambiance éparpillée un peu partout ? Je pense que non, il y aura quand même une belle ferveur parce que les Mexicains, les Américains qui seront sur place, forcément, ils vont aller voir les matchs. Après, je pense qu'il y aura moins d'Européens sur les matchs parce que vu le prix des billets, ce soit pour se loger ou regarder les matchs. Après, non, je pense qu'une Coupe du Monde reste une Coupe du Monde et ça sera. Je pense que les Américains ont fait le nécessaire pour que et les Mexicains aussi pour que on soit bien accueillis et que ça se passe bien. Normalement, Kevin. Non, j'ai pas de doute sur l'accueil. Maintenant, sur l'ambiance. La ferveur, déjà, je pense que les États-Unis, c'est pas spécialement un pays de football. Un pays de soccer, mais pas de football. Ouais, football, mais en tout cas avec un autre ballon. Et puis en plus, j'ai cru entendre qu'il y avait des finales NBA sur la période, donc ils vont presque être plus intéressés par la finale NBA que la partie football, surtout que c'est en phase de poule. Après, est-ce que ça va monter en puissance ? Est-ce que ça va prendre ?
On demande à voir. J'espère, parce que on est fan de foot et on a envie de suivre ça. Même si pour nous, les matchs à 3-4 heures du matin, ça va pas être évident. Mais ça existe dans l'autre sens quand ça se passe en Europe. Mais voilà, je suis pas certain qu'il y ait une ferveur aussi importante que ce qui pourrait exister en Europe ou en Afrique ou en Amérique du Sud, par exemple, qui sont quand même des terres de football. Exactement. En 94, il y avait une belle Coupe du Monde aux États-Unis. Hein. Oui, on n'y était pas. Donc, moi, j'ai suivi un petit peu, mais c'est vrai que je m'en rappelle aussi. ça s'était plutôt bien passé, donc je vois pas pourquoi là. Non, pas. Après, exactement. Il y a l'environnement politique aussi qui joue aussi, qui va jouer. Qui va jouer et qui jouera, parce que pour entrer sur le territoire américain, il va falloir montrer patte blanche. Donc, c'était déjà compliqué avant. Voilà, mais là, on voit la difficulté pour le Congo déjà, qui devrait être mis en quarantaine et tout. Donc, il y a. Je pense, ce n'est que mon point de vue, je pense qu'elle aura moins de ferveur. Bon, on refera le point à Mohamed à la fin de la compétition. On verra si tu as raison ou tort. Passons, messieurs, au deuxième sujet. Forcément, cette Coupe du Monde marque-t-elle la fin d'une ère ? Je vais pas vous citer tous les joueurs, mais il y en a pas mal quand même. Neuer comme gardien, milieu de terrain qui revient, mais je pense que c'est sa dernière compétition mondiale. Il y a N'Golo Kanté au milieu de terrain, Modric, Mohamed Salah devant, Sadio Mané, Neymar, Messi, Ronaldo. Kevin, quel est ton sentiment là-dessus ? Oui, c'est vrai que moi je suis né en 88, donc la première vraie Coupe du Monde que j'ai suivie c'est 98, j'ai eu cette chance. Donc c'est vrai que moi j'ai un peu grandi avec ces joueurs-là, j'ai quasiment leur âge pour certains. Et puis quel joueur, Neuer fait partie peut-être du top 3 ou top 5 des meilleurs gardiens de l'histoire, qui revient comme l'a dit Mehdi, qui n'était pas prévu de jouer en sélection. D'ailleurs bon courage pour la gestion de Nagelsmann, mais bon il s'est mis dedans tout seul, parce que un gardien qui est pas prévu au dernier moment, même s'il a un statut pas évident de le ramener comme ça. Et puis Messi, Ronaldo, Modric, on pensait déjà que ces trois-là n'en feraient pas une autre après la Coupe du Monde au Qatar. Kanté, il doit avoir 34-35 ans, 35, donc voilà, c'est de la suite logique. Un garçon comme Neymar, il a 34 ans, lui il pourrait presque en faire une autre, sauf que il a un peu brûlé la vie par les deux bouts, donc c'est pas évident de se dire que dans 4 ans il sera encore là. En tout cas, faut le souhaiter parce que c'est un artiste. Mais après, comme chaque Coupe du Monde, il y a toujours des joueurs emblématiques qui n'en jouent plus après. Je pense à Ochoa qui va jouer sa 6e Coupe du Monde aussi. Donc il y a des profils incroyables, et puis il y en a qui vont se révéler. Il y a peut-être des petits jeunes qui dans 15 ou 20 ans en seront à leur 5 ou 6e Coupe du Monde aussi. On en parlera de cette nouvelle génération, et vous me donnerez un peu les noms qui vous viennent en tête. Mais toi Mehdi, est-ce que tu regrettes un peu ce football champagne à travers ces joueurs ? Bien sûr, on va les regretter, soit Messi ou Ronaldo, de toute façon. Des extraterrestres. Que dire que, hormis le mot respect pour leur carrière, faire 6 Coupes du Monde, je crois que peu de joueurs ont fait 6 Coupes du Monde, peut-être Ochoa, effectivement, qui va faire la 6e, mais c'est un gardien de but. Ouais, c'est un gardien de but, mais en tout cas, faut profiter de ces joueurs-là, parce que après, même en club, je suis pas sûr qu'ils continuent encore longtemps, encore 1 an ou 2 peut-être. Ouais, peut-être pour Ronaldo, Messi, Salah. Mais puis en espérant qu'ils nous fassent une grande Coupe du Monde, et puis qu'il y ait qu'ils nous fassent encore rêver. Ouais, de la rivalité en plus. Peut-être qu'ils vont encore s'affronter, et bon, là, ça sera la dernière, quoi. Exactement. Mohamed, quel est ton avis là-dessus ? Pour moi, ça a été des top joueurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'eux parce que il y a eu un manque de relève pendant une certaine période. Compliqué de passer derrière eux quand même. Ouais, mais personne les a détrônés malgré tout. Quand on voit les ballons d'or de Messi et de Ronaldo, je pense que la génération pendant cette période-là n'a pas été si concluante que ça. Elle n'a pas été si concluante que ça, et donc on a parlé d'eux énormément parce que ils n'ont pas eu beaucoup de rivalité. Il y a eu des bons joueurs comme Modric a été un excellent joueur, mais il n'y a pas eu de joueurs qui aujourd'hui, à l'image de ceux qu'on parlera peut-être tout à l'heure, des Olysée ou Yamal, voilà, des top joueurs jeunes qui sont arrivés très tôt sur le circuit et qui ont pu poser des problèmes surtout à ces deux têtes d'affiche que sont Messi et Ronaldo. Je pense qu'il a manqué un peu de concurrence. Il aurait été bien que R9 soit pendant cette période-là, que Maradona soit cette période-là, que quelques joueurs soient... Et on aurait vu qu'ils auraient été bons, mais ils n'auraient pas eu la carrière qu'ils ont eue. Et par rapport au nom que j'ai mentionné, Mohamed, est-ce que tu vas regretter un joueur parmi d'autres ? Est-ce que tu vas en regretter un ?
Oui, Ronaldo pour sa carrière, parce que même si Messi aussi, il mériterait qu'on parle de lui, mais Ronaldo, ça a été le travail, ça a été véritablement, on voit encore quel corps il a, quel investissement il a encore été champion cette année. Voilà, il aime sa personne aussi, donc, mais quand on voit qu'il est capable de faire des pains glacés, qu'il est capable de... Voilà, c'est moi, j'en ai pas à la maison. Faire des pompes encore à son âge et avoir cette rigueur alimentaire, pour moi, c'est quand même exceptionnel. C'est exceptionnel. Kevin, est-ce que toi, t'as aussi un joueur comme ça que tu vas regretter à la fin de cette Coupe du Monde? Je vais mettre Messi de côté parce que c'est trop facile. Modric, ouais. Je sais pas, il représente au-delà du talent, parce que Messi, Ronaldo, même si l'intelligence, Ronaldo, la technique. Ouais, le côté collectif, ça reste un travailleur. C'est un mec qui a 40 ans aujourd'hui, une carrière incroyable. Il a, je sais pas, une douzaine d'années au Real, je crois. Et là, qui joue au Milan AC. Il joue au Milan. Bon, alors en Italie, je regarde pas souvent, mais je pense que il y a beaucoup de gens qui peuvent jouer jusqu'à très très tard parce que le rythme est pas le même. Mais ouais, Modric, parce que le collectif, l'essence du jeu, du sport, de la passe. Voilà, c'est un peu les profils qui me plaisent. Ça me plaît aussi. Et toi, Mehdi? Ouais, Messi, sans débat, parce que t'as l'impression que tout est facile pour lui. Et dès qu'il veut accélérer, dès qu'il veut faire des choses, il le fera. Donc, puis sa carrière aussi, même si Mohamed l'a dit, Ronaldo, c'est le travail, c'est tout ça, mais j'ai l'impression que Messi, il vient d'une autre planète, en fait, tout simplement. Ça, ouais. Ah oui, mais de toute façon, aussi bien Ronaldo que Messi, ils viennent d'une autre planète. Bon, même si on peut pas le mettre au même niveau, même Neymar quand même, par rapport à son dribble et à sa qualité technique, c'est quand même un joueur exceptionnel. Ouais, malheureusement, il a été coupé par ses blessures. Excuse-moi, je te coupe rapidement, mais ce que disait Mohamed tout à l'heure, c'est très juste. Il disait qu'après Ronaldo et Messi, qui ont à deux ans près, je crois, le même âge, il n'y a pas une vraie relève. Mais la relève, c'était Neymar. Ça aurait dû être lui. Et en fait... il a fait des choses incroyables, hein. Le début à Santos, c'est fabuleux. L'époque Barça, elle est géniale. Il a fait des choses top au PSG. Le problème, c'est que comme ça n'a pas gagné la Ligue des Champions... tu retiens pas... Ouais, c'est ça. S'il avait été chercher la première Ligue des Champions avec le PSG, peut-être qu'il aurait basculé dans une autre sphère. Au final, on lui prédisait des ballons d'or et tout. Il n'a pas gagné la Coupe du Monde, il n'a pas gagné le ballon d'or. Derrière, on pouvait aussi mentionner Mbappé. Bon, on en parlera pour le capitanat. Parce qu'il est plus jeune en plus. Parce qu'il a que 27 ans. Ouais, donc il peut encore avoir un ballon d'or, il peut encore emmener. Il peut, justement, j'aurais aimé qu'il les pousse un petit peu plus, un peu avant, mais je pense que malgré tout, il aura le ballon d'or. Mbappé, ouais. Tu penses? Je suis pas sûr. Hein. Je sais pas, il faut gagner comme une Ligue des Champions. Ouais, il y a la Coupe du Monde qui se présente, attention. Hein, là. C'est vrai. En général, le meilleur buteur de la Coupe du Monde ou le meilleur joueur de la Coupe du Monde, il aura le ballon d'or. Hein. Ouais, mais si la France la gagne, ça va être ça va dépendre aussi du résultat de la France. Mais voilà, je pense que il est capable de faire une grande Coupe du Monde. Toujours dans ce sujet, hein, messieurs, parlons maintenant de la nouvelle génération. Il y a forcément des joueurs qui vous viennent en tête. Moi, je vais vous en mentionner quelques-uns qui peuvent peut-être prendre la relève. Tu parlais de la relève, Mohamed, tout à l'heure. Bon, forcément, il y a l'Espagnol Yamal, mais il y a quand même Cherki, Olysée, l'Espagnol de nouveau Pedri, Boadi, le Marocain, Vitinha, le Portugais. Tu penses à qui, toi? Alors, de tous ceux que tu as cités, pour moi, il n'y en a pas beaucoup. Ils font rêver à l'image d'un Ronaldo ou d'un Messi. Aujourd'hui, je dirais un Olysée qui serait... Parce qu'on regarde les récompenses individuelles, c'est surtout la qualité du joueur. Même si l'équipe, elle est importante, la qualité du joueur. Aujourd'hui, il n'y en a aucun qui est pour moi, que tu as cité, que ce soit des Vitinha qui sont énormes, mais c'est pas de la stature d'un Messi ou d'un Ronaldo. Demain, je dirais peut-être un Olysée, oui, un Olysée. Après, Cherki, il faut qu'il joue, et malheureusement, dans cette équipe, vu l'attaque que l'équipe de France a, il va pas beaucoup jouer. Donc, se mettre en évidence, ça n'a pas été évident. Par contre, un Olysée qui a plus de chances de jouer titulaire, je pense que lui, vraiment, pourra montrer une certaine qualité à cette Coupe du Monde. Et qui sort d'une grande saison avec le Bayern Munich. Mehdi, quel est ton choix? C'est vrai qu'Olysée prend un peu plus les devants. En plus, il fait quand même une saison extraordinaire au Bayern. Hein. C'est l'homme du Bayern quand même. Faut pas. Non, il y a Harry Kane aussi. Hein. Mais on n'en a pas parlé d'ailleurs d'Harry Kane, qui pourrait faire aussi cette dernière Coupe du Monde. Mais après, ouais, c'est délicat. T'as quand même la paire portugaise Vitinha, João Neves.
Bon, c'est quand même costaud. Hein. Ouais, c'est pas des attaquants, voilà, mais on veut tout le temps mettre en valeur les attaquants, c'est mais des joueurs. c'est souvent. Vitinha, João Neves, attention, hein, c'est quand même des milieux de Des terrain. pièces maîtresses du PSG et du Portugal. Ils jouent ensemble en plus au PSG et au Portugal, donc un des deux me surprendrait pas. Après, bien sûr, Yamal, c'est le même poste qu'Olysée, capable de débloquer des situations, mais Olysée, une petite préférence. Ouais. Olysée, et toi Kevin? Ouais, je pense que Yamal, intrinsèquement, c'est quand même monstrueux. Qui a fini deuxième derrière Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or. Il faudra voir comment il récupère de sa blessure. C'est ça. Mais je pense qu'ils l'ont laissé au frais là, depuis plus d'un mois. À mon avis, il va arriver pleine bourre pour la fin des poules. Olysée, je pense que ça va dépendre du collectif. Parce que je le vois plus intégré dans un collectif, même si il a un côté soliste. Hein, mais Yamal est capable de rentrer le but qu'il marque contre la France à l'Euro, il se le fait tout seul, il n'a besoin de personne. Hein. Alors Olysée sait le faire, mais je pense que je le vois plus dans un collectif. Et puis après, João Neves, franchement, incroyable, 21 ans, de Ligue des Champions. Je suis pas fan du PSG, hein, mais quel joueur quand même. Oui. Voilà. Mais bon, avec le Portugal, il joue latéral droit. Donc, pour se mettre en évidence. On verra. En une info effet, que j'avais pas. Normalement, il y aura du beau monde sur les terrains de la Coupe du Monde et ça nous fait plaisir par avance. Si vous nous rejoignez, chers auditeurs auditrices, soyez les bienvenus en 100% football amateur spécial Coupe du Monde. On passe au troisième débat qui est trop de matchs. Et oui, trop de matchs pour certains. Les joueurs arrivent-ils déjà cramés? Mohamed, quel est ton avis là-dessus? Je le rappelle, pour les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont joué cette finale de Ligue des Champions, pour la plupart, ils étaient à 56 matchs, alors que les Anglais, ils étaient, je crois, autour de 63 matchs. Ils n'arrivent pas en bonne santé quand même pour jouer cette Coupe du Monde. Le Graal pour un joueur de foot. Ouais, non, c'est sûr que quand on voit l'enchaînement des 2 dernières années du Paris Saint-Germain, plus la prochaine qui arrive avec la Coupe du Monde, effectivement, je regardais sur les réseaux là qui vont faire la Super Coupe d'Europe dès la mi-août. Oui. Donc, et comme ils ont déjà obligation d'avoir 21 jours de congé avant de reprendre, donc c'est vrai que s'ils vont au bout, ils vont devoir enchaîner. Maintenant, le paradoxe, c'est que les clubs ont de plus en plus d'effectifs. Et on se plaint des matchs. Donc on le voit avec Luis Enrique, c'est peut-être une nouvelle philosophie, c'est qu'il a beaucoup tourné, ça a permis à des joueurs de récupérer comme Achraf ou Ousmane, qui ont bien récupéré et qui arriveront peut-être un peu plus frais que certains autres. Mais bon, les Anglais, ils tournent pas beaucoup non plus, donc voilà, il faudrait peut-être une nouvelle, un peu comme au rugby où ils imposent un certain nombre de matchs à un moment donné. Peut-être qu'il faudra revoir ça, parce que les effectifs, ils sont importants. Donc, à un moment donné, si on prend 25, 30 joueurs, ou Chelsea, qu'on a 40 ou 50, il y a un moment donné, il faut aussi pouvoir faire confiance à ceux qu'on fait signer, puis surtout les jeunes aussi, des centres de formation. Donc, la rotation, elle devrait être naturelle, alors qu'elle ne l'est pas. Et du coup, à la sortie, on se plaint de voir des joueurs fatigués à la Coupe du Monde, alors qu'on pourrait peut-être... réfléchir autrement pour arriver parce que la Coupe du Monde c'est quand même le gras du football, donc si on a des joueurs blessés ou des joueurs en méforme, ça met pas en valeur la Coupe du Monde. Exactement, ça peut jouer sur la qualité de cette compétition. Mehdi, est-ce que selon toi on joue sur la santé des joueurs? On en demande trop quand même. Évidemment, c'est sûr, quand on voit que l'accumulation de blessures à tous les niveaux, c'est qu'à un moment donné, il y a trop de joueurs, il y a trop de matchs. Après, comme a dit Mohamed, c'est sûr qu'ils ont des effectifs un peu plus fournis, ils font confiance un petit peu plus aux jeunes. Après, c'est la gestion aussi de l'entraîneur. C'est lui qui a les clés et qui voit un petit peu comment ça se passe. Mais j'aimerais quand même mettre une petite souris et regarder comment ils travaillent au quotidien, parce que être pleine bourre, comme on voit avec le PSG qui a terminé en fanfare et après t'enchaînes par une Coupe du Monde, plus les festivités, tout ça, j'aimerais bien savoir comment ils gèrent tout ça, parce que ça doit être aussi pas évident à gérer pour eux, hein, parce que tu passes par toutes les émotions et après il faut te reposer un peu parce que la Coupe du Monde arrive. Bon, c'est sûr que par exemple les joueurs du PSG vont arriver en Clairefontaine, là ils vont être chouchoutés, etc., ce qui est normal, hein. Mais ouais, c'est difficile. Kevin, d'après toi, est-ce qu'on risque de voir une Coupe du Monde au rabais physiquement? Non. Là, il y a une donnée dont on n'a pas parlé, mais qui me semble centrale, c'est les températures, qui a priori vont être très très élevées aux États-Unis. Enfin, moi, j'étais à New York il y a même pas un mois, et déjà, il y a des moments où il faisait chaud. Donc là, j'imagine pas ce que ça peut donner. Après, aujourd'hui, les joueurs sont quand même très très suivis. Au PSG, ils sont à la pointe dans tout. Le médical, aujourd'hui, devient central.
Les joueurs font que de la récup. Alors ça fait des années qu'on dit ça, mais sauf qu'en fait, les joueurs du PSG, le championnat, ils en ont pas grand-chose à faire. Ils ont été en gestion toute l'année et ils ont le droit puisque. Cette saison, ont... ça a été plus compliqué que les saisons oui, précédentes. mais ils ont tellement de marge qu'en fait, s'ils avaient dû appuyer à un moment donné, ils auraient appuyé. En plus, je mets une pièce dans la machine, mais la Ligue, en déplaçant le match contre Lens, a un peu tué la fin du championnat, ce qui est dommage. Mais bon, en tout cas, ils ont une marge tellement importante qu'ils ont pu gérer. Après, il n'y a pas que le PSG. En équipe de France, il y a quand même pas mal de clubs qui sont représentés. L'avantage, c'est que le Real, ils n'ont pas eu grand-chose à jouer, donc on va peut-être avoir un Mbappé en feu. Et puis la Coupe du Monde, c'est sa compétition. Je mets une petite parenthèse, mais il peut peut-être devenir le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde s'il fait une grande compétition et qu'il va au bout peut-être avec l'équipe de France. 3 fois finaliste sur 3 participations avec 2 victoires, ça serait exceptionnel. Mais voilà, pour le nombre de matchs, oui, c'est trop élevé, évidemment. Rodri, là, il y a 18 mois, il l'explique, et 8 jours après, il se fait les croisés, ou le temps de rotulien, je me souviens plus. Oui, il y a trop de matchs, c'est évident. Après, aujourd'hui, les effectifs sont plus fournis. Il y a de plus en plus d'argent, donc il y a la possibilité de recruter un peu plus, sauf que les salaires deviennent démentiels, donc les joueurs sont des valeurs pour les clubs et c'est difficile de les mettre au repos. En sélection, là, on est à 26 joueurs. C'est ça. On était à 22 en 98, c'est monté à 23, aujourd'hui on est à 26. Ouais, parce qu'il y a plus de pays. Il y a plus de matchs. pays, il y a plus de matchs. Ils se rendent compte peut-être que faire 60 ou 65 matchs dans la saison, une année ça peut tenir, mais Hakimi on l'a bien vu. Hein. Alors il se blesse sur un gros tacle à la limite de l'attentat contre le Bayern, mais voilà, musculairement il y a quand même beaucoup de joueurs du PSG qui ont eu des souffrances. Dembélé, qui est un joueur assez fragile, il a aussi été en souffrance et je pense qu'il sera très important pour l'équipe de France. Donc voilà, j'espère que la Coupe du Monde va être intense, que les joueurs vont être en capacité de la jouer, qu'il n'y aura pas de grosses blessures. Je te coupe, Kevin, parce que dans quel état ? Parce qu'on l'a vu, c'est tout chaud. Le symbole peut-être de cette saison surchargée, c'est William Saliba. On parle d'un possible forfait, alors que c'est un cadre de la défense de l'équipe de France. Alors, je suis complètement d'accord, mais on est sur, a priori, une prise de risque pour jouer une finale de Ligue des Champions. S'ils n'avaient pas été qualifiés en finale de la Ligue des Champions, Arsenal, en plus, est champion depuis avant la dernière journée. Il n'aurait pas joué Crystal Palace et il n'aurait pas joué la finale de la Ligue des Champions. Ça lui aurait laissé une quinzaine de jours avant le rassemblement. Il n'y aurait pas eu de problème. Maintenant, si demain on me dit tu prends le risque de jouer la finale de la Ligue des Champions ou pas, je te dis oui. Il y a Payet qui a raté la Coupe du Monde en 2018 parce qu'il veut faire la finale de la Ligue Europa. Mais c'est la faute de qui alors, d'après toi? Du joueur, du club? La faute, t'as pas de chance. C'est difficile de dire je mets mon club de côté pour aller jouer la Coupe du Monde. Surtout qu'il est payé par le club. Ouais, et puis c'est une sacrée compétition, finale de Ligue des Champions. T'en joues pas tous les ans, hein. Peut-être parfois c'est une fois dans ta vie. Mais on va croiser les doigts parce que Saliba en équipe de France, c'est quelque chose quand même. C'est le cadre, c'est un cadre. Mohamed, quel est ton avis là-dessus sur ce possible forfait? Comme il a dit Kevin, hein, ça va être une grosse absence. Hein. Maintenant, défense centrale, ils ont aussi de la qualité, l'équipe de France aussi. Donc, je suis pas inquiet pour l'équipe de France, parce que vraiment, cette année, ils ont du monde partout et je pense qu'ils pourront quand même. Sur quelques matchs, perdre 1 ou 2 joueurs, je pense qu'ils ont un tel potentiel. On en parlera dans les favoris, mais pour moi, c'est vraiment le favori. Bon, en tout cas, c'était important d'en parler et peut-être qu'au fur et à mesure des mois, on va réfléchir différemment côté FIFA, UEFA et autres instances. Passons au 4e sujet et débat, messieurs. Vos favoris, vos 4 favoris pour la Coupe du Monde. Je te donne la parole en premier, Mehdi. Ouais, la France, la France sans débat, tu peux pas me dire que la France n'est pas favori. T'as forcément l'Espagne qui sera pas très loin. J'espère un pays du Maghreb, je l'espère, un Algérie, un Maroc, ça serait bien. Et puis t'as toujours une surprise. Et quelle serait ta surprise? J'espère le Brésil parce que... le Brésil comme surprise? Bah ouais, parce qu'ils sont pas favoris du tout. Hein. Moi, je le dis ouvertement, ils sont pas favoris. Ça reste le Brésil, mais là, ces dernières années, je vois pas un Brésil au-dessus de tout et qui... je les vois juste en mode Coupe du Monde parce que c'est le Brésil, mais pas favori. Avec Carlo Ancelotti comme sélectionneur. Voilà. Kevin, quels sont tes 4 favoris? La France, l'Espagne, le Portugal et l'Argentine, je dirais, pour essayer de conserver son titre. J'aurais eu envie de mettre l'Angleterre à un moment donné. Ils ont fait une grosse phase de qualification, je crois qu'ils ont fait 6 sur 6, si je dis pas de bêtises. Et puis avec des choix forts de sacrée liste. On en parlera après quand on parlera de Kebal, parce que j'ai réfléchi aussi en comparant un peu la liste avec l'Angleterre. Mais je pense que c'est des sélections, il y a du monde.
Le Brésil, moi, je les vois pas parce que même si le maillot jaune fait rêver depuis qu'on est tout petit, Ça mais peut être ça, ouais. En fait, pour qu'on en arrive à récupérer Neymar comme ça au dernier moment, qui est déjà blessé, alors je lui souhaite vraiment qu'il soit là. Parce qu'il y a eu, je pense, une pression populaire. Bien sûr. Est-ce qu'Ancelotti s'est pas dit, je le prends, comme ça, s'il est apte, je le mets, bon, on va s'acheter la paix sociale, en espérant qu'il soit performant, encore une fois. Moi, c'est un magicien, il n'y a pas de problème. Mais s'il l'avait pas pris, ça aurait râlé. Et puis, si malheureusement, ce que je ne souhaite absolument pas, il n'est pas apte à disputer le mondial parce que forfait ou autre, Ancelotti, il aura décalé la pression ailleurs que sur lui et sur son groupe. Donc peut-être que dans le management, c'est intelligent aussi. On reviendra sur vos équipes, messieurs Kevin et Mehdi. Je te donne la parole, Mohamed. Je vais dire comme Kevin, pour moi c'est la France, après ça peut être l'Espagne, le Portugal, et pour moi l'équipe surprise, vraiment c'est l'Angleterre. L'Angleterre et pas l'équipe que tu portes? Non, je pense que... On en parlera forcément au dernier sujet, mais non. Pas d'équipe africaine non plus? Non, je pense pas que ça sera... Le Maroc a été une révélation à la dernière Coupe du Monde, ils ont changé d'entraîneur. Quelqu'un qui prend une relève comme ça, c'est pas parce qu'on prend une relève que ça sera les mêmes résultats. D'ailleurs, même dans la liste, c'est pas les mêmes joueurs. Donc non, le Maroc, je pense pas. Ils vont préparer, je pense, intelligemment leur Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde. Mais non, celle-là, je pense pas que les pays africains iront loin. Bon, ils passeront les premiers tours, ils iront peut-être en 8e, mais voilà, ça, je vois pas une équipe africaine aller loin cette année en Coupe du Monde. D'accord. Vous partagez, messieurs? Toi, Mehdi, par contre, tu avais peut-être une idée sur l'Algérie. Je dis pas le favori l'Algérie, mais j'aimerais bien. Après, c'est peut-être le cœur qui parle aussi, mais j'aimerais bien qu'ils fassent une belle Coupe du Monde, au moins 8e, un quart. Voilà, ça serait un petit peu comme en 2008, je crois, si je me trompe pas. Donc c'est juste ça. Après, il y a tellement d'équipes. C'est vrai qu'entre l'Argentine, le Portugal, l'Espagne, t'en oublies encore certainement. On va pas citer l'Allemagne. Ouais, on n'a pas signé exactement l'Allemagne. Les clubs européens. L'Angleterre, même si la liste est très surprenante, mais il a fait des choix forts. Mais s'il va loin. Mais s'il va pas loin, contrario. Par contre, ça, c'est tout le contraire. Ouais. On va lui reprocher beaucoup de choses. Ouais. Alors, c'est vrai que oui, il y a quand même un trio qui se détache, la France, l'Espagne, le Portugal, selon vos pronostics. Et ça fait partie également de mes pronostics. Et il y aura. Ouais, je pense que l'Argentine sera aussi pas loin, je pense. Mais j'aimerais quand même revenir sur le premier match qui attend l'équipe de France. Sénégal, l'équipe de France. Pour vous, il n'y a pas de match où on peut s'attendre à une surprise, ça va être dur. Kevin? Non, tu parlais des surprises. Moi, j'avoue que le Sénégal, ça a toujours été une sélection que j'ai trouvée talentueuse. Ils ont quand même un leader d'attaque, mec avec de la personnalité. Ils ont un super gardien de but. Alors hier, ils perdent contre les États-Unis, sauf que moi, j'ai regardé la compo. Il y a un tiers de l'équipe qui a joué. Les deux gays au milieu étaient pas là. Et il manquait le gardien titulaire. Et voilà, non, moi je pense que le Sénégal, ça va pas être simple. D'ailleurs, nous, on n'a pas une poule simple, parce que la Norvège, ça reste solide aussi. J'ai vu leur match contre l'Italie, dernier match de poule. Ok, l'Italie se qualifie pas, ok, c'est pas la meilleure génération, sauf qu'il y a des joueurs de talent en Norvège. Donc pour nous, ça va pas être simple la phase de groupe. Il va falloir, manque de chance, être prêt très vite. Je pense que si dans l'ordre des matchs on avait joué l'Irak en premier, peut-être que ça nous aurait laissé 4-5 jours en plus de prépa. Mais le Sénégal, je pense que ça peut être intéressant. Le Maroc, ce que tu dis, Mohamed, c'est très juste. Le fait qu'ils reçoivent la Coupe du Monde dans 4 ans, d'autant plus que là, le sélectionneur qui reprend la suite, c'est le sélectionneur qui a fait champion du monde avec le U20. Exactement. Donc, s'il voit sur un projet à 4-5 ans, c'est sûr que là, prendre de l'expérience pour arriver à la maison dans 4 ans, ça peut être intéressant. Ça peut être une compétition de transition. Mais il y a du talent dans beaucoup de sélections quand même. C'est vrai que c'est intéressant. Mohamed, peut-être pour terminer? Non, on parlait du Sénégal. C'est sûr que le Sénégal, ils sont impressionnants sur le plan athlétique, sur le plan d'intensité qu'ils peuvent mettre.
Mais bon, comme toujours dans les pays Et africains. tous les joueurs sont dans les meilleurs clubs européens quand même. Mais comme on le voit toujours dans les pays africains, j'ai vu l'histoire avec le sélectionneur qui n'est pas payé depuis février. Donc voilà, il y a toujours malheureusement quelques petits problèmes des fois qui viennent mettre un grain de sable et qui des fois jouent les tours aux pays africains. Donc non, j'espère qu'une équipe africaine fera un très bon parcours. Je leur souhaite, parce que je suis solidaire aussi de l'Afrique, mais bon, voilà, pour moi ça sera dur. Ça sera dur, en effet. Il est 19h, bientôt 36, messieurs, on passe au 5e débat de la soirée. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure avec l'équipe de France, mais Kylian Mbappé, le Madrilène, est-il le bon capitaine pour l'équipe de France ? Kevin, je te redonne la parole. Est-ce que le capitanat peut-il faire franchir un cap à Mbappé dans le leadership ? Tu m'envoies une sacrée patate chaude là. Moi, j'ai un problème sur le côté capitanat des leaders, notamment des leaders d'attaque. Je vois un Lionel Messi qui est capitaine de l'Argentine. Je le connais pas personnellement. Ok, c'est un joueur extraordinaire, mais il a un côté soliste, ce garçon-là, même s'il joue avec les autres, etc. Mais c'est un diamant, en fait, qui fait briller l'équipe. Mais est-ce que lui devrait être capitaine ? Mbappé, qui soit capitaine de l'équipe de France, c'est rien de scandaleux. Mais déjà, les conditions dans lesquelles il est devenu... Oui. Ce qui fait qu'Antoine Griezmann n'est pas à la Coupe du Monde. J'ai pris un raccourci volontaire, mais on n'est pas très loin de la vérité. On lui a donné le brassard jeune, parce qu'il a dû l'avoir il y a 3 ans quasiment, donc il devait avoir 24 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, pour être capitaine de l'équipe de France. C'est assez jeune, même s'il est arrivé très tôt en sélection. Après, si pas Mbappé, qui ? Il n'y a pas un mec qui se détache. Ça aurait pu être un Kanté, même s'il a un côté très réservé trop même. Mais un peu plus d'expérience, un peu plus âgé, un rôle central sur le terrain. Le positionnement, je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir un mec qui est au cœur du jeu, qui est proche de ses partenaires. Oui, mais le dernier capitaine de l'équipe de France, c'était Lloris. Moi, je suis à des années-lumière de pouvoir être sélectionneur de n'importe quelle sélection du monde. Mais mettre un gardien de capitaine, je suis pas absolument fan de l'idée non plus. Bon, après, il n'y a pas de réalité. L'équipe de France a été championne du monde avec Lloris. Si on peut être champion du monde avec le capitaine à l'opposé, ça me va bien. On signe tout de suite. On est d'accord. Mehdi, quel est ton avis là-dessus ? Est-ce que notre Kylian Mbappé national peut changer et prendre un peu de maturité avec ce capitanat ? Ça fait un petit temps qu'il l'a. J'espère bien qu'il a pris de la maturité et qu'il a compris qu'être capitaine de l'équipe de France, c'est pas n'importe quoi non plus. C'est des responsabilités. Voilà, bien sûr. Si Didier Deschamps l'a mis, c'est qu'il a une entière confiance. Il sait manager Deschamps, et si ça va pas à un moment donné, il saura le convoquer dans son bureau et lui dire les 4 vérités, je pense. Maintenant, Mbappé a toujours fait des bonnes Coupes du Monde. On peut pas le nier. Donc pour moi, je sais pas si c'est le bon joueur, parce que après t'en as d'autres qui pourraient prétendre à être capitaine. Je vous demanderai quand même quelle serait pour vous une alternative crédible. Je te laisse réfléchir, Kevin, pour après. J'ai une idée, mais après, moi, Mbappé en équipe de France, il a toujours été performant, et j'ai pas entendu de mauvais retours en tant que capitaine. Alors peut-être que certains disent qu'il a la grosse tête, tout ça, mais j'y crois pas trop. Est-ce que pour toi, Mohamed, le capitanat, ça peut jouer sur les performances de Kylian Mbappé ? Pour moi, je suis à l'opposé. Pour moi, il n'y a pas de débat. C'est Mbappé, c'est la tête d'affiche. Portugal, c'est Cristiano, Messi, Kahn, Neuer. Donc il faut mettre des têtes d'affiche comme capitaine. L'Algérie. Pour moi, ces leaders ont un tel ego que leur enlever leur capitanat, ça serait pas logique. Pour moi, c'est tout à fait logique que Mbappé soit le capitaine. Après, on vit pas à l'intérieur. Je pense pas qu'il soit. Même si on a perdu, Mohamed, je te coupe. Même si on a perdu, à contrario, à côté peut-être un Antoine Griezmann. Oui, ça s'est approuvé encore. Moi, je sais, des fois, les bruits de couloir font sortir des choses. Alors, peut-être que c'est vrai. Moi, comme l'a dit Kevin, on n'est pas à l'intérieur du groupe, donc on ne sait pas. Mais pour moi, pour parler du capitanat, c'est tout à fait logique que ça soit Mbappé qui l'ait. Comme aujourd'hui, est-ce qu'on se pose la question sur Messi et Cristiano Ronaldo ou Kane ou Neuer qui revient, il va être capitaine. Donc c'est une évidence que les leaders des nations soient les capitaines, parce que forcément, si demain ça va pas, c'est sur eux qu'on tapera de toute façon. Donc il faut quand même que le gars il ait de sacrées épaules, et je pense qu'à ce niveau-là, Mbappé il l'a. Donc pour moi, il n'y a pas débat. Pour toi, il a vraiment les épaules, sachant la saison qu'il a pu faire avec le Real Madrid.
Il fait quand même meilleur buteur en Espagne, il fait meilleur buteur de la Ligue des Champions en étant en quart de finale. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande à un attaquant, que ce soit Messi encore une fois ou Ronaldo, c'est de faire gagner son équipe, et il est capable de la faire gagner, surtout avec les joueurs qui sont autour de lui. Donc moi, franchement, pour moi, il n'y a pas débat. Bon, pour Mohamed, messieurs, il n'y a pas débat, mais je vous la pose à vous, Kevin et Mehdi. Est-ce que vous voyez une autre alternative ? Peut-être réfléchir à un capitaine bis. Autant tête d'affiche, non, bien sûr que non. Et ce que dit Mohamed, c'est très juste, très logique. 100% d'accord. Il n'y a aucun problème. Mais dans mon idée d'avoir une personne centrale titulaire, je me dis un gars comme Tchouaméni, voilà, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure solution, mais je me dis rôle central, joueur du Real Madrid pour l'instant. Voilà, je me dis qu'un mec comme ça aurait déchargé Mbappé, qui aurait pu se concentrer sur sa performance. Après, Mbappé a très 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 rarement été décevant en équipe de France. Attention, hein, je dis pas qu'il mérite pas, que c'est scandaleux. Non, qu'il ait le brassard, c'est une bonne chose, probablement. Il a pris des responsabilités. L'important, c'est que l'équipe de France gagne, soit performante. Deschamps, il gère son groupe, Mehdi l'a dit, il connaît les gars par cœur. Ça fait 14 ans qu'il est là, qui nous ramène une Coupe du Monde. Et ça sera sa dernière Coupe du Monde avant peut-être à l'arrivée de Zinedine Zidane, mais on ne le sait pas encore officiellement. Pour toi, Mehdi, est-ce qu'il y a une alternative à Kylian Mbappé ou pas du tout ? S'il y a absence de Mbappé pour différentes raisons, je ne serais pas surpris que Dembélé prenne la suite. Dembélé, d'accord. Je ne serais pas surpris avec un Ballon d'Or, sa saison au PSG, décisive dans les grands matchs. Je ne serais pas surpris que Didier Deschamps. Sachant que Ousmane Dembélé ne l'est pas au Paris Saint-Germain. Oui, mais c'est pas. Mbappé, il est pour Real. Ouais, exactement. Donc, mais je serais pas surpris en cas d'absence qu'ils se disent allez, Dembélé. Je vois pas qui d'autre. Kanté n'est pas un titulaire indiscutable. Il serait indiscutable, je te dirais ouais, ok, mais à moins qu'ils le mettent titulaire et que. Il y aurait peut-être eu un Paul Pogba, mais comme il a eu du mal à rejouer sous les couleurs de l'AS Monaco. Maignan pourrait le faire aussi. Maignan, oui, exactement. Mais je crois qu'à un moment donné, il l'a refusé. Ah, je sais pas ça. Pareil, on n'est pas dans le vestiaire, mais c'est ce que j'ai pu lire à droite à gauche. En tout cas, refusé. Je pense que ça reste positif d'avoir potentiellement plusieurs capitaines. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont investis, qui ont de la personnalité, qui sont des très grands joueurs, qui jouent des compétitions importantes, et quand ils arrivent à la Coupe du Monde, il n'y a qu'un seul objectif pour l'équipe de France et ils en ont bien conscience. C'est vrai, rentrons un peu dans le vestiaire, Mohamed, parce que je te souhaite retrouver rapidement à bonne touche, mais comment tu as géré ce rôle de capitaine ? Est-ce qu'en début de saison, tu en nommais plusieurs ? En général, on nomme un capitaine, mais on nomme surtout 3-4 têtes d'affiche qui permettent de faire vivre un groupe. Le capitaine, voilà, il a une affinité un peu particulière avec l'entraîneur, mais c'est souvent 3-4 joueurs. C'est pas qu'un seul homme, c'est 3-4 joueurs qui vont décider pour parler justement. On l'avait vu avec Mbappé qui parlait des primes, qui parlait forcément, qui a. Je dirais pas qu'il sélectionne, mais il a forcément un échange avec, comme nous, un capitaine peut avoir à chacun de son niveau, de se dire un échange, de dire tiens, ce profil-là, ce serait peut-être plus intéressant que celui-là. C'est tout à fait normal, mais sinon, en général, non, c'est 3-4 personnes. C'est pour ça que tout à l'heure, dans les différents personnages qu'on a cités, un gars comme Maignan et aime bien la vie de groupe, donc je pense que lui sera un bon capitaine. Tchouaméni également. Il y a quelques joueurs comme ça. Son nouveau rôle pour Dembélé, ces 4-5 joueurs, à mon avis, ils doivent avoir une influence dans la vie de groupe, parce qu'en fin de compte, ce qui est important dans ces préparations, c'est la vie de groupe. Exactement, c'est long. Ça peut être très très long. Et c'est pour ça qu'il faut toujours des garde-fous dans certaines choses. Il faut dire ça, attention, et c'est pas que le capitaine. Bon. Mais j'irai plus loin, Mohamed. Tu parles d'affinité avec ce capitaine. Est-ce que avant de le nommer, tu regardais quel poste il jouait ou pas du tout ? Au niveau amateur, c'est un peu différent parce que on va peut-être prendre un qui habite la ville, voilà, donc c'est un peu différent. Ou après, le poste sur le terrain. Sur le terrain, moi je partais du principe que je mettais jamais de gardien de but. D'accord. Voilà, parce que je trouvais que il avait la possibilité de s'exprimer et que l'arbitre pouvait pratiquement rien lui dire, et je préférais toujours avoir un joueur de champ. Pour moi, prendre un gardien capitaine, ça m'a toujours dérangé. Maintenant, après, non, il n'y a pas de poste en privilégié.
Demain, la tête d'affiche d'une équipe, si c'est un libéraux, ça sera les libéraux, ou ça sera peut-être un gardien, un numéro 10, un excentré. Je pense pas qu'il y ait de tête d'affiche et de poste. C'est encore une fois, c'est la personnalité, le leader technique, le leadership qui va faire qu'il est capitaine. Ça tombe bien, on va terminer par ce sujet, ce débat, Mohamed, par ce leader technique qu'on a pu connaître, qu'on a pu voir sous les couleurs du Paris FC. Dernier débat, messieurs, Ilan Kebal écarté de ce mondial 2026. Est-ce une erreur de Petkovic, le sélectionneur, ou un choix tactique? Mehdi, quel est ton avis là-dessus? Je rappelle à nos auditeurs, Ilan Kebal a été le joueur le plus décisif des 5 championnats majeurs cette saison. Quel est ton avis? Moi, je m'y attendais pas. Je pensais qu'il allait être dans la liste. Alors, à la CAN, effectivement, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Il y a Mahrez qui est là et c'est sa dernière Coupe du Monde. Ouais, il a fait la CAN et les éliminatoires aussi. Après, il y a Hadj Moussa qui est aussi le même profil. Maintenant, est-ce que c'est un choix de profil? Le sélectionneur s'est dit, j'ai Mahrez et j'ai Hadj Moussa, donc Kebal, je vais pas en avoir besoin. Je sais pas, mais en tout cas, c'est une déception quand même, parce qu'il fait une bonne saison en Ligue 1 avec le Paris FC, il a été décisif, alors un petit peu moins sur la deuxième partie de saison, un petit peu moins, mais je pense pas que ça a forcément joué sur les choix du sélectionneur, et Kebal peut jouer aussi derrière l'attaquant, il est capable. Je pense il peut s'adapter. Surpris. Ouais. Oui, par rapport à ce que vient de dire Mehdi, Kevin, est-ce que selon toi, l'arrivée d'Antoine Camboire, qui a redistribué un peu les cartes, a joué en défaveur d'Ilan Kebal pour cette sélection et ce mondial? Alors, je suis pas un spécialiste de la sélection algérienne, mais pour avoir regardé pas mal la Ligue 1, la bonne période du PFC avec l'arrivée de Camboire coïncide avec le moment où il est blessé. Après, j'ai cru comprendre que peut-être que Camboire aimait bien les gabarits un peu plus athlétiques, parce que Maxime Lopez aussi a été un petit peu mis de côté. Ouais. Après voilà, j'ai pas d'informations sur ce qui se passait au PFC. Toujours est-il qu'effectivement il fait un super début de saison. Je pense qu'il arrive avec plein d'appétit, parce que il découvre la Ligue 1 à 25 ou 26 ans. C'est plus un jeune joueur, mine de rien. C'est vrai. Il a croqué dans la Ligue 1, il a été très très performant. Et puis c'est vrai que sa deuxième partie de saison est moins bonne. Il joue peu à la CAN. Petkovic a eu l'opportunité de le voir dans la vie de groupe. Donc je pense pas que ce soit un mauvais gars. Moi je l'ai entendu 1 ou 2 fois parler. Ça a l'air d'être un mec assez tranquille qui est heureux d'être là. Mais je pense que la deuxième partie de saison a coûté sa place, comme à Abdelli, exactement. De l'OM. Ou Benasser aussi. Ouais, Benasser qui est pas non plus. Voilà, après, pourtant qu'il est champion, Benasser quand même. Il est quand même champion. Voilà, après je suis pas assez spécialiste de la sélection algérienne pour rester sur le sujet. Je pense que on a 2 spécialistes autour. Mohamed, toi qui portes le maillot de l'Algérie, as-tu été surpris quand même par cette absence? Surpris oui et non, parce que comme on l'a dit, il fait une très grosse première partie de saison, une moins moyenne, on va dire, deuxième partie de saison. Après, je reviens toujours à ce choix de sélection. Quand on est sélectionneur, est-ce qu'on doit prendre les meilleurs? C'est toujours la question qu'on peut se poser, parce que il y a une gestion de groupe, on l'a dit tout à l'heure, on peut être parti pour rester 2 mois, envie de vivre ensemble, on peut... on avait l'exemple avec Adil Rami avec l'équipe de France, qui a été un très bon animateur, mais il a fait 0 match, 0 minutes. Donc champion du monde. Donc il faut des joueurs comme ça. Est-ce que un gars qui joue en Ligue 1 aujourd'hui, qui a été confirmé, est-ce qu'il est prêt à jouer ce rôle-là? Quel rôle il a eu pendant la CAN? Parce que c'est important. Il y a eu quand même une grande compétition au mois de janvier. Est-ce que tout s'est bien passé? Comme toujours, on n'est pas à l'intérieur de ces groupes-là, donc on ne sait pas si ça s'est bien passé. A priori, c'est un bon gars, mais vous savez, on sait pas tout. Les états d'âme, quand on joue pas, au niveau amateur, pour parler de ce que je connais, c'est pas facile. Alors là, avec un ego déjà un peu plus important, ça doit pas être évident. Donc, pourquoi il n'a pas été pris? Ça peut être aussi un choix tactique, parce que Kebal, il peut jouer 10. Est-ce que l'Algérie va jouer avec un 10? La question se pose. Jouer avec un 9,5, est-ce que l'Algérie va jouer avec un 9,5?
Est-ce que peut-être il n'est pas spécialiste d'un poste? Est-ce qu'il qui a joué en sa défaveur peut-être? C'est ça aussi, parce que bon, on a quand même une personnalité qui est Mahrez. Ajmoucha, il va devoir cravacher pour jouer. Il a un peu joué à la CAN, mais il n'a pas beaucoup joué non plus. Si on regarde tous ses matchs, il n'a pas beaucoup joué. Il a apporté un plus sur les fins de match, mais il n'a pas été titulaire. Déloger Mahrez pour sa dernière Coupe du Monde, ça va pas être facile. Même s'il n'est pas performant, il faut avoir des crans, comme on l'a dit tout à l'heure, sur un Mbappé, un Messi ou un Ronaldo, les sortir. Il faut que la personne qui est sélectionneur, et parce que derrière il y a 50% qui vont dire c'est pas normal, comme tout à l'heure Neymar. Si Neymar avait pas été pris, ça aurait été compliqué, ça aurait été peut-être une guerre là-bas. Donc je sais pas, moi je vais pas dire que j'ai pas d'avis sur la question, mais bon, je pense qu'il faut prendre tous ces paramètres-là. Ce qui est bien, c'est qu'il a pris le petit Fares, qui va découvrir une Coupe du Monde, qui a le même profil que Ajmoussa et que Mahrez, donc c'est un gamin de l'Île-de-France, donc en plus, donc c'est intéressant de voir que les jeunes comme Ajmoussa, qui ont joué tous les deux dans le même club, ils ont joué tous les deux à Torcy, avec à Cliouge, donc 3 joueurs de Torcy qui vont faire une Coupe du Monde, donc c'est... Là, tu fais bien de le mentionner. C'est beau à voir. Maintenant, voilà, il a peut-être voulu mettre du sang neuf, peut-être, voilà, encore une fois, l'organisation tactique, l'organisation, le vivre ensemble, tout ça, intrinsèquement, il méritait d'y être. Il n'y est pas, c'est qu'il y a peut-être aussi d'autres paramètres qu'on n'a pas et qu'on ne maîtrise pas. Exactement, de toute façon, on verra. Hein. Peut-être que ses choix lui donneront raison s'il va au bout. Et forcément, s'ils ne vont pas au bout... ça veut dire quoi, aller au bout? Comment? Ça veut dire quoi, aller au bout? Aller au bout, c'est aller de viser peut-être cette Coupe du Monde. Il ne faut pas voir petit. Kevin, dernière question avant de clôturer cette émission. Est-ce que tu vois, on a parlé des favoris tout à l'heure, mais sans ce leader technique, même si dans l'équipe d'Algérie il y en a pas mal, mais sans ce leader technique, Ilan Kebal, est-ce que tu vois l'Algérie atteindre les quarts de finale? Non. Déjà, je vois leur groupe est relevé. Ils commencent par l'Argentine déjà, premier match. 17 juin, je crois. Ah, j'ai pas la date. À 3h du matin. Mais déjà sortir de la poule. Ils ont l'Autriche, si je dis pas de bêtises. Et aussi. L'Autriche, il y a 28 juin. quand même du monde. 4h du matin. T'es solide sur le planning. Bravo, Farid sera en rendez-vous à 4h, à 3h du matin. Je crois que ça joue 3, 4h et 5h du matin, quelque chose comme ça. Non, en tout cas, c'est un beau joueur de foot. Moi, ça fait partie des joueurs que j'aime bien. Après, il a un profil athlétique qui est particulier aussi. Ça, j'en sais quelque chose, même si j'avais pas le 10e de ses qualités. Mais c'est pas évident de jouer d'un petit gabarit, très technique, très mobile. Mais est-ce que c'est ce que Petkovic voulait? Le sélectionneur, il est là pour faire des choix. On a survolé rapidement, mais la sélection anglaise, Tourelle... Tu voulais en parler tout à l'heure. Non, mais rapidement, Tourelle, il a coupé des têtes aussi. Il y a des sacrés joueurs qui sont pas à la Coupe du Monde. Deschamps, il y a aussi du monde qui laisse sur le carreau. Il y a de quoi faire. On avait une sacrée sélection avec les joueurs qui n'y seront pas, malheureusement. Aussi. Mais fait une sélection mondiale, et puis... C'est ça. Mais c'est le problème du sélectionneur au bout d'un moment. Il y en a beaucoup des bons joueurs. Kebal aurait mérité d'y aller. Intrinsèquement, oui. Après, c'est dur à avaler. J'espère que ça va pas entacher sa progression. Il reste encore relativement jeune. Il peut viser. Il y a encore une CAN qui arrive. Bon, voilà, il y a encore des choses à vivre avec l'Algérie. Je pense que, à mon avis, il a encore sa chance en sélection. Il faut l'espérer. Et pour toi, Mehdi, est-ce que tu penses que l'osmose n'a jamais eu lieu entre le Kebal et la sélection? Est-ce qu'il y a, et ça peut être joué en sa défaveur? Après, déjà, Petkovic, il doit pas être agréable tous les jours. Hein. Vu la tête qu'il fait lors des matchs et tout, je sais pas si c'est un grand communicant. Après, est-ce que le courant passe entre lui, comme a dit Mohamed, parce que le temps de jeu n'est pas adéquat et que Kebal attend plus? Peut-être qu'il y a eu des frictions et que Petkovic, lui, à la moindre friction, de se dire bon allez, moi je me casse pas la tête, je te prendrai pas, je sais pas. Comme a pu faire à une époque Aimé Jacquet en se privant de Cantona, Papin et Ginola. Voilà, donc je sais pas si c'est sportif. On va souhaiter la même chose à l'Algérie alors. Ouais, c'est sûr, mais bon, en tout cas, ça reste quand même un joueur de qualité. Je pense qu'il aurait eu quand même, il serait rentré en cours de jeu, il aurait foutu un peu le bordel là-dedans quand même, mais après, écoute, on verra s'ils sortent des poules déjà, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, Mohamed, tu vois l'Algérie quand même sortir des poules? Oui, faut se rappeler que les 3 premiers vont sortir des poules. Hein. Il faut vraiment une hécatombe. Il faut vraiment un concours de circonstances pour pas sortir des poules là aujourd'hui de la Coupe du Monde, puisque forcément il y a plus d'équipes, donc forcément il y a plus de groupes et on a besoin il y a plus de matchs, donc forcément le 3e va se qualifier, donc.
Si tu perds 2 fois 1-0 et tu gagnes 3-0 contre la quatrième équipe, dans n'importe quel groupe, tu seras qualifié. Hein. Voilà. Tu bats l'Argentine, c'est réglé. Hein, premier match, c'est tout. Comme l'Arabie Saoudite l'a fait. Voilà, je pense qu'ils seront. Le Cameroun l'avait fait une année, je crois. Les Sénégal, le Sénégal, la France, c'est la France. Oui, non, c'est pour ça que parce que ces équipes-là, ils sont pas à 100% dès le départ, alors que à l'inverse, les équipes qui sont inférieures vont arriver à 100%. Donc c'est pour ça qu'il y a des fois des surprises. Mais la surprise, l'Argentine a perdu le premier match, mais ils ont été champions du monde. Donc on voit que l'équilibre, elle se fait. Les équipes se préparent pour les quarts de finale, alors que d'autres, ils savent très bien que pour passer le premier tour, il faut être opérationnel les 2 premiers matchs. Donc oui, ils vont passer, oui, je mets aucun doute là-dessus. Ils peuvent même faire un bon parcours, ils peuvent même aller en quart de finale. Mais après, à mon avis, c'est pour ça que je disais, les équipes africaines, jusqu'en quart de finale, ça peut passer, mais au-dessus, après, ça sera compliqué. Plus compliqué. Bon, en tout cas, merci messieurs, hein, c'était vraiment très intéressant. On a essayé de décrypter au mieux, débattre au mieux de cette Coupe du Monde qui nous attend dans quelques jours et on l'attend avec impatience. Merci pour ce premier numéro donc dédié à la Coupe du Monde. Chers auditeurs, auditrices, j'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à l'écouter en podcast. On n'a pas parlé de nos maillots. Hein. À partir de demain, parlons des maillots. Pourquoi ce maillot, Mohamed ? Supporter de l'Algérie, donc forcément. C'est ce qu'on avait compris, je crois. C'est normal qu'on porte les couleurs. J'aurais pu, comme vous, mettre également la France, mais voilà, j'ai trouvé que je savais pas que. On n'était pas coordonnés. Non, pas du tout. C'était l'équipe de France, mais sinon voilà. Non, on j'ai n'était voulu pas faire coordonnés. Et t'as bien fait, ça apporte de la couleur. Et donc on pensera très fort à l'Algérie. Donc merci à Damien également pour la technique, toujours là et au rendez-vous. Continuez à vous abonner sur les réseaux sociaux, vous êtes de plus en plus, ça fait plaisir. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission dédiée à la Coupe du Monde et n'oubliez pas, le football ce n'est que du plaisir. Ciao.